Europe 1, Emmanuel Faux. Bonsoir Alain Gérard Slama. Bonsoir. On va donc revenir avec vous sur cette enquête Ipsos Sopra Steria réalisée pour Europe 1 et dont le journal Le Monde daté de demain publie les résultats. Premier grand sondage après les attentats d'il y a 3 semaines, effectué les 21 et 22 janvier. Avant d'entrer dans le détail, on remarque que la tonalité quand même générale des réponses à cette enquête est fortement sécuritaire, assez inquiète, plutôt répressive, alors qu'on est resté pour beaucoup sur l'image d'une France soudée, fraternelle, défendant la liberté d'expression à travers notamment les grandes manifestations géantes du 11 janvier dernier à Paris et dans plusieurs villes de province. Alain Gérard Slama, est-ce que vous êtes surpris? Est-ce que ça vous paraît contradictoire? Si je devais être surpris, c'est du fait que j'imaginais que ça serait pire. Autrement dit, je pensais, si vous voulez, compte tenu du fait que de toute manière, il y a du pente sécuritaire depuis pas mal de temps, dans les banlieues. N'oubliez pas que Sarkozy, quand même, s'était fait élire contre la racaille. N'oublions pas ça, que ça joue un rôle. Il y a toujours eu cette espèce de peur de l'insécurité, de l'instabilité, des secteurs de la France dans laquelle on ne peut pas entrer, des territoires perdus de la République à reconquérir. Donc ça existe dans le pays très puissamment. Et ça d'ailleurs nourrit largement le Front National. Simplement aujourd'hui, ce que je vois, c'est 2 choses. La première chose, c'est que il y a chez les gens qui répondent aux questions posées, surtout une grande ignorance de l'aspect juridique des politiques sécuritaires. Autrement dit, la loi de novembre dernier... On verra tout à l'heure les réponses sur les interrogatoires et les gardes à vue. C'était une loi qui gardait toujours la compétence du juge. Ce à quoi on va faire appel aujourd'hui, c'est à quelque chose qui ressemble un peu au Patriot Act américain, c'est-à-dire transférer du juge à l'administration les responsabilités de rétablir la sécurité. Et ça n'est évidemment pas le moins pour qu'on puisse dire c'est pas souhaitable. Alors d'abord, ce qui frappe, c'est quand même ce mot « guerre » qui est prononcé, soumis aux personnes sondées et approuvé par 53% des personnes interrogées qui disent « oui, nous sommes en guerre » et parmi eux, 84% précisent en guerre contre le terrorisme djihadiste uniquement, 16% disent contre l'islam en général. C'est quand même pas un mot anodin, le mot guerre. Ça veut dire qu'il y a un sentiment d'agression, d'assaut pour plus d'un Français sur 2. Il est exact qu'on a déclaré la guerre à la France. Les terroristes, par définition, ils déclarent la guerre à la cible qui cherche à déstabiliser. Mais à nous de savoir réagir. Qu'est-ce qu'une guerre qui est conduite jusqu'à présent, et heureusement, sous l'autorité et la responsabilité essentiellement du ministre de l'Intérieur? On voit ça. C'est-à-dire que la sécurité que l'on voit partout, il y a évidemment des représentations de l'armée, il y a la nécessité de renforcer les moyens. Mais fondamentalement, c'est ce qui relève du ministère de l'Intérieur, c'est une politique de sécurité. Pour l'instant, d'autre part, quelle cible frapper? Il va falloir le faire. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faudra le faire. Mais ça ne sera pas non plus une guerre. Ce sera une politique de sécurité menée sur les territoires dans lesquels se trouvent de fortes concentrations de djihadistes. En Syrie, par exemple, on a vu que les Américains viennent de marquer un gros point. Par exemple, en libérant une ville au bénéfice des Kurdes qui étaient occupés par les djihadistes. Donc, voilà. Donc, on a quelque chose à Kobané qui est un exemple qui montre on n'est pas dans la guerre, mais on est dans la nécessité d'intervention ponctuelle et ciblée. Alors regardons de plus près ces fameuses mesures sécuritaires. Il est question des interrogatoires, des écoutes, de la détention. À chaque fois, on note qu'il y a une très nette majorité pour un durcissement du dispositif et 61% par exemple pour les interrogatoires de suspects sans l'assistance d'un avocat. Et ça, c'est la question la moins disputée, si je puis dire. C'est-à-dire c'est là où il y a une majorité la moins nette sur cette question-là. On voit bien qu'il y a quand même un ressort, comme vous le disiez, qui va au-delà de la loi actuelle et qui vise à un durcissement général du dispositif. Là, vous pointez quelque chose qui est important, c'est que chaque fois qu'on est fait, on diminue le rôle du juge ou le pouvoir du juge, les moyens de défendre les libertés publiques, on ne s'aperçoit pas en fait qu'on atteint exactement, on réalise les fins qui sont poursuivies par les terroristes. Depuis les dînes, on sait que le terrorisme vise à utiliser contre les démocraties les moyens précisément de déstabilisation qui consistent à obliger ces démocraties à retourner contre les terroristes les moyens du terrorisme. Du même coup, nous perdons la supériorité que représente en effet
la valeur de nos codes démocratiques, de nos libertés démocratiques, de notre droit. Et c'est ça. Tout terrorisme vise à ça. Et il faut savoir résister. Pour le pouvoir, ça demande beaucoup des nerfs excellents pour résister aux pressions sécuritaires. Et vous y croyez quand on voit que ça va jusqu'à 90% des Français qui sont favorables à une déchéance de nationalité pour tous ceux qui partent faire le djihad en Syrie? Ça veut dire qu'il y a vraiment une tendance de fond pour cette mesure-là, je pense que même la classe politique ne hésite à approuver, si je puis dire, dans ces temps-ci. Bien sûr, mais dans l'opinion publique, l'idée, c'est la dimension symbolique. On s'imagine encore, avec quelques naïveté, que ça sera dissuasif pour les terroristes, vous voyez. Je pense que cette idée peut avoir un sens. Pour ceux qui ont la double nationalité, il ne serait peut-être pas nécessairement mauvais, ça, même je suis de ceux qui pensent, ce ne serait pas nécessairement mauvais de les priver, au moins de priver ceux qui voudraient imiter leur exemple, des moyens de jouer sur les deux registres. On va là-bas, on revient, on va et on revient. Ça, effectivement, c'est extrêmement dangereux. Mais on voit bien que là, on atteint à un degré extrême qui est largement lié au fait que le débat public n'est pas vraiment posé dans les termes qui permettraient, j'en appelle toujours moi, du peuple mal éclairé au peuple mieux éclairé. Et c'est la seule réponse qu'on puisse faire au populisme. Dernier mot, Alain Gérard Slama, c'est l'autre bloc un peu surprenant de cette enquête. Semble-t-il une plus grande tolérance des Français vis-à-vis de l'islam. Ils étaient 74% à juger cette religion incompatible avec les valeurs de la société française il y a seulement 2 ans. Ils sont aujourd'hui 51% en déclarant pour les 2 tiers d'entre eux que l'islam est une religion aussi pacifiste que les autres. Là, on a au contraire un visage beaucoup plus tolérant dans la société française. Je ne dirais pas que l'islam soit aussi pacifique que le catholicisme avec un Jésus-Christ qui quand même nous dit quand on te frappe sur une joue, tends l'autre. Mais il est exact qu'il y a 2 lectures du Coran. Une lecture qui est celle de la violence de Mahomet et puis l'autre qui est au contraire d'un discours de sagesse. Il y a ces 2 islams. Et selon que les gens sont confrontés à cet islam de sagesse, et ils le sont de plus en plus, et ils en ont été frappés le 11 janvier. Ils ont vu, il n'y avait peut-être pas autant de gosses des banlieues qu'on aurait souhaité, ça peut se comprendre d'ailleurs. Mais en tout cas, ils ont vu que l'ensemble des pays musulmans, y compris l'Arabie Saoudite, c'est un comble, ont partagé avec nous le même ennemi. Vous voyez, ça c'est très important. Merci beaucoup Alain Gérard Slama pour cette lecture détaillée de ce sondage donc Ipsos Sopra Steria que vous retrouvez dans les colonnes du journal Le Monde daté de ce jeudi 29 janvier.